Reconnaissance faciale, assistants vocaux, géolocalisation permanente. Pourrons-nous échapper à ces technologies qui peuvent à tout moment se transformer en outils de surveillance? On en parle avec Olivier Tesquet, l'invité du Grand Angle. Bonjour Olivier Tesquet. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde, vous êtes journaliste à Télérama, biberonné à l'Internet, on peut le dire. On peut dire ça comme ça. Passionné de numérique, en tout cas, et surtout dans sa capacité de surveillance. Vous venez de publier À la trace, c'est aux éditions du premier Parallèle, précisément une enquête sur ces nouveaux territoires de la surveillance. Et le titre du livre reflète d'ailleurs assez bien l'idée de départ de votre enquête. Nous sommes épiés, contrôlés, suivis à la trace par une technologie d'autant plus efficace, dites-vous, que nous ne la voyons plus, puisque c'est bien connu, les technologies les plus abouties sont celles qui disparaissent. C'est ça qui est en train de se jouer en ce moment? Ce qui se joue effectivement, c'est que les dispositifs de surveillance qui nous entourent soit se rendent invisibles, c'est-à-dire qu'on peut même plus les percevoir dans l'espace, soit font tout pour apparaître sous un autre jour et donc ne pas avoir l'apparence de dispositifs de surveillance. Et donc effectivement, pendant des années, on s'est beaucoup concentré sur les programmes gouvernementaux, un peu ce qu'on va appeler la surveillance à la papa. On imaginait des fichiers, on imaginait des programmes secrets, etc. Et puis aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'on a à la fois... Fichiers qui existent d'ailleurs. Fichiers qui existent par ailleurs. Il y en a énormément, il y en a des centaines dans en France. Mais aujourd'hui, on est face à une hybridation totale entre le public et le privé, avec effectivement... dans ce nouvel attelage, l'exploration de nouveaux territoires. Vous avez cité la reconnaissance faciale ou les assistants vocaux. Ce sont deux exemples assez éclairants et assez probants. Et puis il y en a beaucoup d'autres. Alors, quand on parle de reconnaissance faciale, on pense évidemment à la Chine. Qu'est-ce qu'on appelle en Chine le crédit social dont vous parlez dans votre livre? Alors, le crédit social, qui n'est pas strictement lié à la reconnaissance faciale, mais qui, comme tous ces dispositifs, peuvent s'articuler entre eux et être des briques qu'on assemble finalement. Le crédit social, en fait, c'est l'idée selon laquelle la moindre action de votre vie va être transformé en un signal et que ce signal va affecter une note. C'est-à-dire que vous traversez en dehors des clous, on vous retire 5 points. Donc il y a une partie de ces actions qui sont contrôlées par les... Voilà, c'est-à-dire que par exemple, si vous ne traversez pas en dehors des clous, les caméras peuvent voir que vous ne traversez pas en dehors des clous. Si vous ne payez pas vos factures à temps, on vous retire davantage de points. Au contraire, si vous donnez votre sang, par exemple, on va vous en rajouter. Et donc en fait, finalement, comme dans un épisode bien connu de la série Black Mirror, vous allez en fait avoir droit à un certain nombre d'avantages ou en être privé en fonction de la note qu'on vous aura affecté. Ce qui ressemble en fait au calcul de scores de crédit tels qu'ils ont été mis au point aux États-Unis dans la deuxième partie du XXe siècle, avec un régime politique qui... Le principe n'est pas nouveau, mais la technologie... Voilà, le principe n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en fait, c'est le fait que ce soit déployé dans un régime politique autoritaire qu'est la Chine. Et ce système de crédit social fonctionne déjà au moment où on se parle en Chine? Alors, au moment où on se parle, il fonctionne, mais il fonctionne à titre, on va dire, expérimental. C'est-à-dire que chaque province, en fait, a sa propre conception du crédit social, n'affecte pas les notes de la même manière. C'est-à-dire qu'en fonction de telle ou telle action, on va dire, la méthodologie va pas être la même, mais par contre, l'objectif global est le même, et surtout l'idée est quand même à terme d'uniformiser ce système-là. Est-ce que ce système existe déjà, peut-être même partiellement, en France, par exemple? Est-ce qu'on est déjà noté quand on fait du commerce en ligne, par exemple? Aujourd'hui, on le voit bien, quand on prend un VTC, on met une note, quand on commande quelque chose sur Amazon, on met une note, mais ce qu'on oublie dans cette espèce de jeu à somme nulle, c'est que finalement, quand on répercute une note sur une prestation pour laquelle on a payé, on est noté en retour. On reçoit nous-mêmes une note, on a des notes qu'on ne connaît pas, même. On n'est pas au courant, ouais. On est parfois noté, par exemple, quand vous effectuez des transactions bancaires en ligne, en fonction du temps que vous prenez, de la vitesse à laquelle vous tapez sur votre clavier, de l'endroit d'où vous le faites. Vous êtes considéré comme plus ou moins de confiance. Et donc vous êtes affecté d'une note, là encore, sans que vous en ayez même connaissance. Et tout ça, c'est centralisé dans ce qu'on appelle les data brokers? Alors les data brokers, qu'on appelle aussi les courtiers en données, sont un peu les architectes de ces systèmes-là, dans la mesure où effectivement ils sont chargés de fluidifier cette circulation d'informations, de nos informations, entre les grandes plateformes, Facebook ou Google, qui sont avant tout des régies publicitaires et qui achètent énormément d'informations auprès de ces courtiers en données, qui ont des profils en fait nous concernant, avec des centaines ou des milliers de points. Alors Google, Facebook, on les connaît, mais ces data brokers, on les connaît pas. Ils font tout en fait pour se tenir à l'écart des regards. Ils n'ont pas vocation à être visibles de l'œil public. Ils n'ont pas pignon sur rue. Ils traitent d'une entreprise à une autre. Ils achètent, ils revendent. Mais sans eux, effectivement, le système
on va dire, les dispositifs de surveillance au maillage extrêmement serré qui nous enserrent aujourd'hui dans nos existences n'existeraient probablement pas dans ces conditions-là. Alors, il y a une personne qui a dénoncé assez tôt ces programmes de surveillance, c'est Edward Snowden, un ancien de la CIA et de la NSA aux États-Unis. Edward Snowden, il est aujourd'hui réfugié en Russie. Je vous propose d'écouter d'abord un court extrait du pessimisme de Snowden. A child born today will grow up with no conception of privacy at all. Pas de vie privée pour les futures générations. Alors, partagez ce pessimisme. Il a plutôt raison, il a même plutôt raison historiquement, Edward Snowden. C'est-à-dire que la vie privée, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est jamais qu'une invention juridique assez récente. La vie privée, en France et aux États-Unis, jusqu'à la fin du 19e siècle, n'existait pas. Elle n'était pas du tout inscrite dans la loi. Et donc aujourd'hui, ce que dit Edward Snowden, vous avez des pontes de chez Google qui disent exactement la même chose en s'en réjouissant finalement, en disant la vie privée n'était qu'une parenthèse de l'histoire. Aujourd'hui, non seulement on va tout savoir de vous, mais en plus, vous allez nous donner toutes ces informations en votre âme et conscience. Alors, en votre âme et conscience, c'est relatif, mais en tout cas, vous allez le faire de votre propre initiative. Ouais. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et effectivement, aujourd'hui, on est face à des phénomènes d'acculturation, où quand vous avez des enfants ou des collégiens, des lycéens qu'on acclimate dès le plus jeune âge à des dispositifs aussi invasifs que de la reconnaissance faciale, que de la biométrie, on va dire un fichage assez permanent et généralisé, effectivement, ces citoyens de demain seront fragilisés, ou en tout cas n'opposeront pas une résistance immense. Ça pose une question démocratique. Ça pose une question démocratique, et ça pose une question démocratique au-delà de la simple question des libertés publiques. Évidemment, ça pose une question dans la liberté de circulation, dans le droit à ne pas être importuné, parce que la vie privée, c'était ça, telle qu'elle a été conceptualisée aux États-Unis à la fin du 19e, c'était le droit d'être laissé tranquille. Donc ça a à la fois cette question-là, et puis ça pose une question de la foi que mettent nos gouvernants, les États, dans des entreprises privées, dans le progrès technologique, et ce phénomène d'hybridation où on observe... De complicité même. De complicité, alors qui peut être soit une complicité un peu de circonstance, qui peut être pensée comme telle. Les révélations d'Edward Snowden nous ont montré que la sous-traitance de la surveillance après le 11 septembre procédait d'une vraie réflexion autour d'une imbrication très intime entre les services de renseignement et des entreprises privées. Aujourd'hui, on a l'impression que ces entreprises de surveillance, qu'elles soient grosses ou petites, sont finalement le moyen pour des États de préserver leur rente, qui est le pouvoir. Alors, est-ce qu'on peut reprendre justement le contrôle de ces géants du web? Il y a des hackers géniaux qui nous proposent des alternatives. On va voir des réponses de notre correspondante au Canada dans ce reportage de mai 2019. On en reparle tout de suite après avec vous. Privacy is really dead. Ce documentaire part d'un constat simple. Il n'existe pratiquement plus de vie privée quand nous naviguons sur Internet. The level of surveillance imposed on us today is more than in the former Soviet Union. Mais il y a un espoir. Les hackers, qui n'ont pas tous des intentions malveillantes. Ce sont eux, à mon sens, qui sont à l'avant-garde du combat pour la vie privée. Une grande partie de l'action des hackers en termes de solutions pour la vie privée et de solutions contre la surveillance, c'est de développer des outils qu'on appellerait de chiffrement ou d'encryption, donc des outils de communication ou des alternatives en fait à toutes les plateformes et tous les logiciels que vous utilisez au quotidien. Ce sont des hackers qui ont mis au point le réseau Tor, un moteur de recherche qui offre l'anonymat à l'utilisateur, contrairement à Google Chrome ou Safari. Ils ont aussi développé plusieurs autres alternatives aux plateformes dont nous nous servons tous les jours. La première piste de solution, c'est que nous, collectivement et socialement, on s'initie à ces outils alternatifs-là. La deuxième piste de solution, dit le documentaire, c'est que nos gouvernements mettent en place des législations pour encadrer les activités de ces géants du web. Sans oublier une nécessaire prise de conscience et de responsabilité de chacun d'entre nous pour reprendre le contrôle d'Internet.
Alors, est-ce qu'on pourra reprendre le contrôle d'Internet? Alors, vaste programme. Je crois que la piste de la régulation qui est évoquée à la fin du petit sujet aujourd'hui semble assez illusoire, dans la mesure où, comme je le disais, on se rend compte que finalement les objectifs des États et de ces entreprises convergent, c'est-à-dire que tous tendent vers la prédiction des comportements et l'automatisation. Donc je crois qu'il y a malheureusement pas grand-chose. Ce que vous appelez le capitalisme de surveillance. Voilà, alors il y a d'autres gens avant moi qui l'ont appelé comme ça, notamment une chercheuse américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui a écrit un gros livre sur le capitalisme de surveillance. Donc je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose de ça. Et c'est vrai qu'on se sent très dépossédé face à, finalement, tout ce qui nous resterait, ce sont des petits gestes. Ce sont utiliser ici une messagerie chiffrée, alors Telegram, Signal, protéger un peu, tant que faire se peut, le secret des correspondances. Supprimer la géolocalisation. Trouver des techniques pour tromper la reconnaissance faciale. On l'a beaucoup vu, notamment pendant les manifestations à Hong Kong, couvrir son visage. Dernière question, est-ce que cette technologie, ce progrès entre guillemets technologique, est-ce que c'est inéluctable? Est-ce qu'il n'y a pas de forme de résistance possible? Alors on nous le présente comme tel, et je vais reprendre l'exemple de la reconnaissance faciale, parce qu'aujourd'hui on sent un débat qui monte autour de la reconnaissance faciale, et le gouvernement est attaché à l'acceptabilité de cette reconnaissance faciale. On nous dit, la technologie existe, elle ne peut pas être désinventée, il faut qu'on y aille. Moi, je pense que c'est extrêmement dangereux de présenter les choses sous cet angle-là, parce qu'effectivement, ça nous dépolitise complètement. Ça nous dépossède et ça dépolitise les gestes qu'on pourrait avoir. Il n'y a plus rien à faire. Et je me souviens de cette phrase qu'avait eu le philosophe grec, d'origine grecque, Cornelius Castoriadis, au tout début des années 90, quand il disait que finalement, on n'était plus du tout dans le domaine du souhaitable, on était uniquement dans le domaine du faisable. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question de savoir ce qu'on veut collectivement, on se contente de faire ce que la science est capable de faire. Merci Olivier Tesquet. Je rappelle ce livre passionnant, donc Enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance, à la trace aux éditions Premier Parallèle. Merci beaucoup. Merci à vous.